Eh bien, Yves-Alexandre Talman, nous accueillons notre Sexy News Ambre. Ambre qui va nous parler d'obsession amoureuse. Je suis sûre que vous aurez des choses à dire sur l'obsession aussi, Yves-Alexandre Talman. Bonjour Ambre. Bonjour, j'ai préparé ce sujet pour l'honneur de votre invité justement et puis j'avais aussi un cas à soumettre, donc voilà. On va parler de l'obsession amoureuse et j'ai préparé ce sujet parce que je trouve qu'il n'est jamais trop bon de s'attacher à une personne jusqu'à en arriver à s'oublier totalement ou à en souffrir. Et il y a beaucoup de gens, aujourd'hui je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui sont dans ce cas-là. Et quand on en est à ce stade, c'est que l'on se trouve dans l'obsession amoureuse. Et aujourd'hui, je crois que c'est l'anniversaire de la mort de John Lennon. D'ailleurs, j'arrive plus à trouver. Moi, je suis désolée. C'est-à-dire John Lennon. Non, en fait c'est une coïncidence. Voilà, c'est le mot que je cherchais. John Lennon a été assassiné par un homme qui en fait était obsédé. Je ne sais pas si vous le saviez, par Jodie Foster. Un fan, oui. Oui, un fan de. Donc voilà, c'est une coïncidence en fait. Je voulais rappeler ça. Alors, l'obsession amoureuse, elle touche à la fois les célibataires qui idéalisent complètement un amour impossible, et puis il y a des personnes en couple aussi qui idéalisent un peu leur partenaire, et puis ils font en sorte que leur vie tourne autour de ce partenaire. Et puis il y a le troisième cas, et c'est celui-ci qui m'intéresse. Le troisième cas, c'est on est en couple et on dort plus et on mange plus parce que justement on ressent un amour obsessionnel pour un ou une collègue de travail, et ça depuis des mois, et on n'ose pas lui avouer son amour. Et c'est justement la cause je crois qu'en effet, Yves-Alexandre Talman, ça doit vous parler. Là, on est réellement dans une rêverie, un imaginaire qui est complètement faux, hein. Oui, si on parle d'obsession, c'est qu'on a dépassé le cadre de la confrontation avec les faits, effectivement, et puis le mental commence à tourner à vide, hein, c'est-à-dire qu'il va alimenter lui-même sa propre boucle, et puis on n'en sort pas avec des comportements qui peuvent être dramatiques, hein, et pour les personnes qui sont les cibles, entre guillemets, de l'obsession, ou pour la personne elle-même qui en fait peut dépérir, tellement elle est dans son cycle de pensée. Oui, parce que ça peut aller jusqu'à l'érotomanie, qui est quand même un grave problème psychique. Ouais. Et alors, vous saviez qu'en américain, on disait one itis. Ça s'appelait one itis. Ils ont choisi ce mot parce que c'est un jeu de mots qu'ils ont fait, parce que one pour one, personne unique, et puis itis, toutes les maladies finissent par ces 4 lettres en fait, en anglais ou en américain. Donc ils ont choisi ce mot. Pour eux, c'est vraiment une maladie, une fixation, une fixette aiguë. Alors comment naît l'obsession amoureuse? Et déjà, ce que j'ai remarqué, et peut-être Yves-Alexandre Talman va nous le confirmer, il y a quand même un terrain propice dans la personnalité de la personne. Est-ce qu'on peut parler de manque de confiance en soi? Un manque de confiance en soi qui est très très présent, et puis ça correspond aussi à un dérèglement émotionnel. Donc on va parler peut-être tout à l'heure de la gestion des émotions. Il y a des pensées peut-être aussi une tendance à être dans la dépendance, non? Oui, on a peur d'être abandonné, d'être mal aimé, de ne pas être aimable. Donc il y a un vrai dérèglement obsessionnel, émotionnel, et puis il y a des pensées qui sont automatiques, qui sont envahissantes de l'autre, 7/7, 24/24, et c'est tellement obsédant qu'on n'arrive à rien faire d'autre en fait. On est complètement obsédé par cette personne. Il y a même des signes physiologiques. On m'a parlé de pincement au cœur. On m'a dit dès que je pense à cette personne, j'ai le cœur qui est pincé, je fais des rêves, je fais des cauchemars, et je suis incapable de faire autre chose, même dans mon travail, même dans ma vie de couple, voilà. Donc c'est vraiment l'idéalisation d'une personne qu'on connaît à peine, en plus, parce que tout semble parfait, on valorise son style vestimentaire, son humour, ses centres d'intérêt, et plus son admiration grandit pour cette personne, et plus on a une confiance en nous qui chute, en fait, réellement, parce qu'on a beau tout faire pour lui plaire, on se sent même comme invisible vis-à-vis de cette personne. Et on manque de courage aussi pour lui avouer ses sentiments. Donc à la personne qui m'écoute attentivement et que je suis en ce moment, je lui ai conseillé, et Brigitte et votre invité, j'aimerais avoir votre avis, je lui ai conseillé d'avouer ses sentiments à cette personne, parce que ça fait des mois que ça dure, et là en fait il ne s'en sort pas, il est en pleine dépression. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça, il va se prendre une bonne claque. Mais en fait, il va avoir un oui ou un non, c'est sûr, mais il faut absolument qu'il appuie. Parce qu'il peut pas rester... à mon avis, il va se prendre une claque. Qu'est-ce que vous en pensez, Yves-Alexandre Talman?
J'espère qu'il ne nous écoute pas. Si. Alors, j'abonde dans le sens du conseil. Par contre, ce que vous disiez sur l'obsession amoureuse, moi j'irais encore un cran plus loin en disant que c'est bien sûr une question de personnalité, mais derrière tout ça, il y a nos circuits cérébraux qui nous permettent de tomber amoureux. Parce que je vous écoutais attentivement décrire les symptômes, entre guillemets, mais c'est, on va dire, à une intensité un tout petit peu moindre, exactement ce que tout le monde vit quand on est amoureux. En fait, on a un cerveau qui a ce circuit, on va dire, cette préprogrammation pour tomber amoureux, et qui a bien été étudié par les chercheurs. On a tous les aspects neurobiologiques derrière. Donc, en fait, on est vulnérable à ce type de dépendance, d'idéalisation. C'est surtout le terme d'idéalisation. Et là, ça va simplement un cran plus loin, un cran trop loin. Si on prend les obsessions et compulsions de façon générale, en fait, ça nous est tous arrivé de vérifier 2 fois de suite qu'on avait bien verrouillé une porte d'entrée ou éteint une cuisinière à gaz. Mais quand on passe des heures à le faire, bien sûr, on est dans autre chose. Et donc, l'état amoureux, de façon générale, ça nous amène à être un peu obsédés d'avoir... Je crois que c'est plus de 80% des pensées quand on est amoureux qui vont vers notre dulcinée. Donc c'est déjà présent, et puis il suffit de pas grand chose pour que tout d'un coup ça dérape, et puis qu'on passe de 80% à peut-être 99%, effectivement. Alors l'aider... Pardon, allez-y Vanessa, allez-y Ambre. L'aider, ce serait peut-être effectivement de lui dire d'avouer ses sentiments à cette personne, mais est-ce qu'il y aurait autre chose qui pourrait l'aider? Et puis je vous laisse continuer, Brigitte. Non, mais je vous en prie. Ce que je voulais dire, c'est que si on est totalement envahi par l'amour qu'on porte à quelqu'un, et là, on peut même pas parler d'amour, on peut parler de passion, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de vide dans notre vie. Et je crois que ce qui serait quand même important, moi je repense au test qu'on avait fait il y a une semaine ou 2. On avait demandé à un auditeur quelle était la personne la plus importante pour lui. Et il avait malheureusement pas répondu moi. Il avait répondu, je sais plus, sa femme ou ses enfants, ou etc. Et je crois que si on pouvait déjà se rendre compte que la personne la plus importante pour nous, c'est nous-mêmes, on ne serait pas 100% envahi par une sorte d'amour comme ça, très, très, très illusoire, non ? Qu'est-ce que vous en pensez, Yves Alexandre Thalmann ? Oui, souvent, derrière cette idéalisation extrême d'un partenaire amoureux, il y a un vide intérieur. Et le malheur, c'est que même si la relation peut avoir lieu, même si un couple se forme, le vide ne sera pas résorbé pour autant. Momentanément, la personne se sentira mieux, mais elle va toujours être en contact quelque part avec ce vide intérieur. Puis ça va repartir, ça va se diriger vers quelqu'un d'autre. L'idéalisation pour le partenaire en chair et en os va diminuer, etc. Et donc, on n'échappe pas effectivement ici à regarder pourquoi il y a ce vide intérieur, et puis se reconnecter à soi-même, effectivement, pour voir qu'on est une personne valable, qu'on est une personne avec une richesse intérieure suffisante pour aller vers autrui sans quelque part entrer dans ces jeux d'obsession qui vont se traduire par de la dépendance après, effectivement, donc qui ne permettent pas de faire une relation équilibrée. Alors, peut-être que vous pouvez lui conseiller je sais pas moi, d'avoir une occupation, un passe-temps, d'aller dans une association, enfin remplir un peu sa vie d'autre chose que simplement cet illusoire amour. Oui, j'allais le dire, en fait, il faut essayer à tout prix d'agrandir ses liens, de privilégier un petit peu sa vie de famille. Je parle de famille, pas forcément du conjoint. Et puis essayer de rencontrer des gens et vraiment remplir sa vie, faire du sport, de la méditation, pour que effectivement il ne ressente pas ce vide à l'intérieur de lui. La méditation, quand les gens sont comme ça dans un vide intérieur fort, c'est très compliqué. Ouais. En tout cas, tout seul, c'est pratiquement impossible. Alors, en revanche, peut-être avec dans des groupes de. Moi, j'ai d'ailleurs remarqué que les gens qui sont vraiment avec un vide intérieur très très fort, les thérapies de groupe marchent parfois mieux que les thérapies individuelles. Tellement ce vide est angoissant. Ouais. Et en ce qui concerne
concerne les thérapies, si vraiment on n'y arrive pas, on n'arrive pas à contrôler ses émotions et que rien n'y fait, on peut miser sur des thérapies brèves comme les thérapies cognitivo-comportementales pour gérer le caractère obsessionnel terme. Et si jamais ça ne fonctionne pas, on peut toujours aller sur un travail analytique qui permet de comprendre les mécanismes. Mais je pense qu'il faut vraiment travailler sur le court terme d'abord. C'est pas la peine d'aller dans un circuit analytique tout de suite. Donc il y a quand même des méthodes, je dirais, douces, sans la psychologie dans un premier. Mais la psychanalyse pour les personnes qui sont comme ça, avec un grand vide intérieur, ça, c'est limite dangereux. Hein. Moi, je le conseille réellement pas parce que ça peut faire décompenser et je pense qu'en effet, une thérapie cognitive sera beaucoup plus adaptée. Qu'est-ce que vous en pensez, Yves-Alexandre Thalmann ? Oui, étant donné que c'est la cognition, la réflexion ici qui tourne en boucle, d'attaquer, on va dire, frontalement ces biais cognitifs, on y est de nouveau, ces réflexions biaisées, ça va être de grande utilité. Moi, je dois dire que dans des cas comme ça, j'aime aussi prendre une analogie, on va dire économique, qui consiste à dire on met pas tous ses œufs dans le même panier. Alors ici, le panier, c'est le bonheur, la satisfaction dans la vie. Et j'aime bien parler des cadrans. Alors, il y a l'amour, bien sûr, il y a la famille, il y a les amis loisirs et il y a le travail. Et quelque part, on s'équilibre sur les quatre. Et donc, si tout d'un coup, on a une grande, sévère désillusion amoureuse, on peut encore se baser sur les autres pans de notre vie qui continuent à nous apporter satisfaction. Et comme ça aide à pas aller trop dans un secteur où une personne va dire oui, toute ma vie c'est mes enfants, toute ma vie c'est mon travail, toute ma vie c'est mon amour. Mais oui, quand on est comme ça, c'est dangereux parce qu'on est à la merci des événements et puis l'écroulement peut arriver. Évidemment. Voilà, en tout cas, il faut éviter de tomber dans le harcèlement, tout simplement. Aussi. En tout cas, oui. Évidemment. Bon, en tout cas, vous savez qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont obsédés par vous, Ambre. Vous savez les dégâts que vous faites. Mais si, je vous le confirme. Merci en tout cas. On se retrouve la semaine prochaine.